le cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de l'espace républicain, bonsoir. En tout cas, merci surtout de votre présence, merci de votre soutien renouvelé chaque fois pour cet espace qui est devenu votre espace. Cette émission, nous allons la consacrer à l'actualité, mais pas de n'importe quelle manière. Nous allons parler cette fois-ci des élections. Les élections à n'importe quel prix ou les élections en payant tous les prix. Tout pour les élections, la question est posée aujourd'hui. Et pour y commencer cette émission de l'espace républicain, nous allons nous inspirer de la dernière parution d'un des membres de l'espace républicain, Freddy Mulumba, dans la Renaissance, ce magazine que nous avons présenté il y a quelques semaines ici. Aujourd'hui, il nous revient avec une interview totalement non suspecte parce qu'il a été accordé par quelqu'un qui n'est pas congolais. C'est un professeur agrégé des universités du Cameroun, le professeur Jean-Emmanuel Pondi, à qui Freddy Mulumba avait posé une question. Ça va nous servir de départ si vous autorisez. Alors, la question qui a été posée, c'est celle-ci. Que pensez-vous de l'organisation des élections qui est la mode en Afrique? Les professeurs, et nous n'avons jusqu'à là aucun élément d'analyse, nous ne faisons que vous donner ce qu'il a dit. Il dit les élections sont très mal utilisées en Afrique. Elles servent plutôt, quand vous regardez bien, à installer davantage les désordres et les chaos qu'autre chose. Parce qu'elles sont envisagées en Afrique comme la clé pour venir résoudre un problème. Les élections n'ont jamais rien résolu nulle part. Elles sont normalement la fin d'un processus consensuel par rapport aux protagonistes. À toutes les étapes, quand il y a une approche consensuelle comme celle de la culture africaine, les élections arrivent maintenant à départager. Et les résultats sont acceptés par tous parce que chaque étape du processus, il y a eu consensus. Est-ce le cas en Afrique? La réponse est non, dit le professeur Emmanuel Pondi. Notre pays est dans une phase critique, nous sommes dans une année électorale. Nous avons déjà beaucoup parlé des élections aujourd'hui. L'organisation de ces élections pose problème aujourd'hui parce que cette organisation est censée être précédée par un dialogue qui n'a pas encore commencé. Et ce qui devait, comme nous l'avons dit il y a 15 jours, nous connecter à l'intérêt général, semble nous déconnecter de l'intérêt général et les propos qui sont tenus par les uns par les autres ne favorisent pas cet avènement d'une élection apaisée. Nous allons donc aller en profondeur en nous posant la question de savoir si notre classe politique est consciente des enjeux qui s'énouent autour de notre pays. Parce que si elle n'est pas consciente des enjeux, c'est que je ne peux pas croire. Alors, si elle est consciente et qu'elle se comporte comme elle le fait, alors elle est vraiment la main avec laquelle on commet les crimes. Si elle est consciente et qu'elle ne fait pas l'effort pour qu'elle garantisse la paix, alors nous avons intérêt à en parler ce soir et en parler avec force et puissance. Nous nous sommes donné la tâche morale de réfléchir ensemble sur l'intérêt général et nous pensons que les classes politiques pourront nous aider en s'adaptant à cet enjeu-là. Mesdames et messieurs, merci donc de votre attention à cette émission qui a commencé, vous avez constaté, sur un ton grave, parce que l'heure est quand même grave. Pour en parler, je voudrais donc saluer le retour de Freddy Mulumba, directeur de publication de la Renaissance aujourd'hui, et chercheur et politologue, qui nous revient d'un voyage en Chine, il va nous en parler un tout petit peu. Je salue aussi Jérôme Sekana, que l'on ne présente plus, qui a aujourd'hui aussi publié Bonne Gouvernance,
Alors, Jérôme, avec son accent humoristique, hein, je lui fais un peu de la pub, voilà ce qu'il dit, Edem Kodjo, à mode minimum, voilà, l'usage que nous faisons dans la diplomatie, le groupe de soutien maintient sa puissance pour encadrer le Togolais. Donc, c'est un problème réel que nous allons examiner aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler pour que nous puissions, nous, en tant que médias, donner à nos politiques quelques occasions de réfléchir. José Nawej, l'idéologue et éditorialiste des renom, José, qui a les salutations de beaucoup de téléspectateurs d'Afrique du Sud, dont je ne veux pas citer le nom ici, mais qui m'ont dit que tiens, on le lisait, mais on ne le connaissait pas. Il écrit aussi bien qu'il parle. Voilà, j'ai transmis ce devoir-là. John Gombois, directeur d'information sur Antenna, celui-là on ne présente plus, il est là, présent. Et la voix numérique, parce qu'il aime bien qu'on l'appelle comme ça. La voix polémique, non. Joachim Diana, merci d'être là. Directeur de publication de La Colombe. Et enfin, le patron d'Atlantique, voilà, Bruno Bolisson. Mesdames et messieurs, nous sommes donc là, amis républicains, pour que nous nous posions cette question. Et vous avez compris que c'est la question des élections. Aujourd'hui, elle oppose plus qu'elle ne crée du consensus. Peut-on aller aux élections dans les conditions décrites si haut? Avons-nous conscience de l'enjeu? La classe politique est-elle consciente de ce qui se passe? Si elle est consciente, pointons donc du doigt le mal et essayons de traverser cette zone de grande méfiance. Nous avions pensé avoir atteint, déjà il y a 15 jours, un minimum de compréhension. Mais là, les choses se sont un peu aggravées. Mais nous sommes optimistes ici à l'espace républicain. La République va gagner plus que les partis partisans. José Nawej. Oui, disons élection à n'importe quel prix. Je crois que c'est un sujet majeur, mais qui, à mon avis, sous-entend une autre question. Élection, pourquoi faire? Pour quelle finalité? Parce que très souvent, le professeur camerounais l'a dit, mais moi d'autres mots pour le dire, nous confondons très souvent, nous en Afrique, les élections, nous les prenons pour une finalité. Les élections ne sont jamais une finalité. Les élections ne sont qu'un mode de validation du projet démocratique ou même du projet républicain. C'est par les élections qu'on peut valider un projet démocratique. Ça suppose aussi que ces élections reposent sur une offre politique claire. Et l'offre politique en elle-même, elle résulte de l'intérêt national. Vous l'avez dit. Quel est l'intérêt national? Donc nous ne pouvons pas, et c'est tout le problème pour nous Africains, et nous Congolais en particulier, nous ne devons pas nous saisir de tous les vents, des solutions clés en main. Là-bas, ça s'est fait comme ceci, nous faisons aussi comme cela. Nous devons penser nous-mêmes nos élections. Pourquoi nous allons aux élections? Nous voulons résoudre quel problème? Maintenant, par rapport à l'offre politique, sera différente naturellement selon que l'on soit de telle ou telle autre sensibilité. Mais fondamentalement, nous devions avoir un objectif en partage. Mais c'est des modalités d'atteinte de cet objectif qui différencient selon que l'on est à gauche ou à droite, si tant que dans ces pays qui est une gauche et une droite structurée. Et je crois que c'est extrêmement important. Mais l'exercice ici ne consiste pas non plus à brocarder les élections. Non. Les élections font partie du pacte républicain. Pour faire simple, après avoir été à Sun City, après avoir participé au référendum, même si beaucoup de choses on peut raconter sur ce référendum de 2006, donc quelque part, nous sommes dans une logique. Cette logique prévoit qu'il y ait des élections à échéance régulière. On doit respecter cela. Et l'exercice ici ne consiste pas de nous mettre du point de vue des hommes politiques. Pourquoi je le dis? Parce qu'en semaine, il y a un citoyen congolais qui m'a abordé, qui m'a dit à l'émission passée, vous n'avez pas insisté sur le respect de la Constitution. J'ai dit, bien sûr, nous sommes l'espace républicain. Si nous nous appelons républicains, c'est parce que, d'abord,
nous adhérons, nous tous, à la Constitution. La Constitution, ce n'est pas quelque chose à politiser. La Constitution, c'est la Bible qui nous régit. Pour les chrétiens, ça peut être aussi le Coran, ça peut être. Il y a des animistes dans ces pays-là, comme Freddy par exemple. Donc, la Constitution, c'est cet ensemble de règles qui nous régit, nous tous. Donc, personne ne peut s'approprier la Constitution. Alors, je voudrais finir d'un mot. Donc, nous ne sommes pas, nous, là, à nous substituer aux hommes politiques qui sont dans des postures politiciennes bien claires depuis longtemps. La plupart d'entre nous, nous suivons cette scène politique depuis longtemps. Ça se tourne autour de quoi? De ôte-toi de là que je m'y mette et de j'y suis et j'y reste. Ça, que les hommes politiques fassent ça, c'est bon. Mais nous ne sommes pas des hommes politiques pour réfléchir comme eux. Nous devrions réfléchir intérêt national. Pas poste à partager, pas les ôte-toi de là que je m'y mette, et pas non plus les j'y suis, j'y reste. Ça reste pour les politiciens. Merci. En prenant la parole, vous avez donné la parole à Freddy, qui va rapidement dire qu'il n'est pas animiste, mais bon. Mais revenons au sujet essentiel. Il ne faut pas suivre les provocations de José. Devant le peuple. En fait, Willy, il y a un problème chez nous. Je dis que notre difficulté, c'est qu'on n'a pas l'essence de l'histoire. Ce pays a toute une histoire. Ces élections qui vont venir ne sont pas les premières. Depuis la conférence souveraine, en passant par Kabila Père, jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu 2. Mais on devrait se poser la question, pourquoi ça a échoué? On est parti aux élections, on a évité une guerre entre Mbemba et le président Kabila. On est parti aux élections, on a évité un chaos entre le président Tshisekedi et le président Kabila. On se prépare à un cycle de troisième élection. Pourquoi ça a échoué? Je pense que la réponse est très claire. D'abord, l'échec de Sun City. Quand on regarde très bien, quand on a signé l'accord global inclusif, on avait prévu, avant d'aller aux élections, il faut qu'il y ait un minimum d'État. L'armée, l'administration, la police, dans 5 ans, on va aller aux élections. Nos amis occidentaux ont conseillé qu'on parte aux élections, pensant qu'après l'élection, on va reconstruire l'État. Or, les problèmes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Donc, Mobutu est parti avec son État, quand il s'est effondré, et quand la FDL est arrivée, il a tenté à reconstruire notre État. Donc, on ne pouvait pas aller aux élections sans un minimum d'État. Ça signifie une armée, une administration, une police et une justice. Parce que quand il y a des problèmes, comment on va les résoudre? Si demain, vous faites des élections, vous avez un chef d'État qui est élu, et il y a des bandits qui prennent des armes à l'est qui vous chassent, vous ne pouvez pas tenir. Donc, il faut une armée forte. Donc, on a oublié ces éléments-là. Mais comme on était sous les conseils de nos amis occidentaux, on est parti très vite. Parce que le problème, ce n'était pas la démocratie, ce n'était pas les élections. Le problème, c'était comment contrôler les matières premières et écarter la Chine. Il faudrait dire ça aux Congolais et aux Africains en général. L'enjeu ici, ce n'est pas votre bien-être, votre démocratie. L'enjeu actuellement, comment écarter la Chine de la manne africaine et la contraindre de passer par l'Occident pour mettre la main dessus. Mais pour cela, ils ont besoin des gens qui doivent défendre leurs intérêts, donc les porteurs de masques. C'est comme ça que vous voyez la plupart des gens discuter à la télévision, dans des journaux, et le débat est personnalisé. Dites-moi aujourd'hui, quel parti a mis sur la place publique son programme parce qu'il reste 4 mois? Il n'y en a pas. Dites-moi aujourd'hui, quel groupe politique tient un discours en disant je vais aller aux élections, regardez mon programme? Donc les débats sont personnels entre Tshisekedi, Kabila, Moïse Katumbi. Je pense que nous, journalistes, le travail qu'on doit faire, c'est imposer une discipline. D'abord, un débat d'idées. Qu'est-ce que le président Kabila pense? Qu'est-ce que Tshisekedi pense? Qu'est-ce que Katumbi pense? On met sur la place publique, on en discute. Et pour cela, il faut que les journalistes donnent la parole à des gens sérieux. Nous sommes dans un pays où une femme de ménage se réveille le matin et elle commence à interpréter la Constitution. Il y a un problème. Et ça passe par la presse. Donc, si on veut à ce que ça marche, il faut changer la presse. Il faut changer la presse et pour permettre à changer aussi la classe politique qui est médiocre. Nous allons y arriver, Freddy, mais quand bien même faire le ménage n'est pas une mauvaise chose non plus. Hein? C'est très bien aussi le ménage. Bon, je vais donner la parole tout à l'heure à Jérôme qui se prépare, mais en attendant, d'abord je donne la parole à Bruno, pendant que Jérôme se prépare parce qu'il a des chiffres à nous donner aujourd'hui. Alors, Bruno, la même question sur les élections. Merci, Willy. Je ne veux pas philosopher, je ne voudrais pas me lancer dans une théorisation
systémique à la suite du professeur Pondi. Mais je crois qu'il faut rapidement contextualiser la question par rapport à la réalité congolaise. Aujourd'hui, Willy, vous avez dit l'heure est grave, l'heure est plus que grave. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, notre pays, notre cher pays, risque de vivre des moments électriques, des moments explosifs. Parce que la situation est véritablement explosive. Quand nous entendons des déclarations qui sortent d'un camp comme de l'autre, c'est quand même grave. Alors, je voudrais dire tout de suite que ça serait dangereux et même suspect de dire que les élections ne sont pas, les élections sont inutiles en Afrique. Ou les élections, ce n'est pas vraiment ce que le peuple attend. Non. Tous les partis, aujourd'hui, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, sont d'accord qu'il faut organiser les élections. Maintenant, la question de départ, votre question par rapport à la thématique de l'émission, quel est le prix qu'il faut payer pour organiser ces élections? Comment nous devons organiser ces élections? Comment nous devons faire pour que les élections ne signent pas la fin de la République? Que les élections ne signent pas le dépiéçage pratiquement du pays, qui est notre patrimoine le plus sacré. C'est là l'importance du dialogue. Et je pense qu'ici, il faut saluer l'initiative de la Conférence nationale épiscopale du Congo. Parce qu'on a observé depuis quelques jours une détérioration du niveau de confiance entre la majorité et l'opposition. Ce qui était extrêmement dangereux. Et la situation pourrait, à partir du moment où certaines oppositions commençaient à considérer le facilitateur, pourtant nommé par l'Union africaine, comme le prolongement d'un camp politique. Donc ça signifie qu'on allait se radicaliser dans un déficit de confiance. Et maintenant, la CENCO vient en sapeur-pompier. C'est ce qu'on peut attendre d'une bonne organisation de la société civile, c'est ce de toutes les organisations de la société civile, de toutes les églises qui devraient être des partisans de la paix. Et aujourd'hui, je crois que tout Congolais épris de paix, de stabilité et de justice et de développement de ce pays doit saluer l'initiative de la CENCO et souhaiter qu'au moins cette fois-là, on aboutisse à un atterrissage en douceur, que ce dialogue commence effectivement. Parce que plus le temps passe, chaque jour qui passe nous approche quand même d'une déflagration sociale généralisée si le dialogue n'est pas tenu, si le chemin de l'organisation générale de ces élections n'est pas complètement et pacifiquement balisé. Et ça doit être une responsabilité partagée de manière verticale depuis les premiers des citoyens jusqu'au dernier huissier. Merci beaucoup, Bruno. Jérôme, j'avais déjà dit qu'il y avait des chiffres, mais je ne sais pas s'il y en a réellement. Bon, je ne pense pas qu'il faille donner des chiffres à ce niveau. Très bien. Je vais commencer par répondre à votre question. Les élections à tout prix, moi j'ai dit non. Nous ne pouvons pas organiser les élections à tout prix, vu ce que nous avons vécu en 2006, vu ce que nous avons vécu en 2011. Par contre, on peut se poser des questions. Il y a bien sûr des litiges entre individus, entre partis politiques, que nous traînons, ce sont des casseroles, depuis 2006, et aux élections de 2006, de 2011. Et qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un spectacle où les politiciens se règlent les comptes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous souviendra, nous avions dit ici que la poignée des mains entre président Kabila et Tshisekedi pouvait décrisper la situation. Nous avions ajouté en disant que, écoute, avant qu'on aille aux élections, il faut que la classe, donc la société civile, et j'avais même cité les calotins, hein, j'avais même cité son excellence. Vous avez été entendu, hein? Voilà. Alors, ils se sont vraiment impliqués, Jérôme. Voilà aujourd'hui ce que fait la CENCO. Je félicite, j'ai rejoint mon ami, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de politiciens commencent à mettre un peu d'eau dans leur vin. Et c'est ça la bonne direction. Nous n'avons pas intérêt à pouvoir brûler ce pays. Il est l'unique que nous avons et nous sommes des héritiers. L'histoire nous jugera si c'est nous qui allons conduire ce pays à sa destruction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on a vu que Kodjo a fait un aller-retour. Il est au moment où nous parlons, à Brazzaville, il va rentrer.
Il est en train de consulter. Kodjo, qui était récusé, a rencontré la Senko. Il en est sorti vraiment à la poitrine bombée. On a vu que la Senko est en train de passer, de parler, et la tension est en train de baisser. Alors le problème, c'est lequel? Bien sûr que le gouvernement a failli, appelons les chiens par son nom, pour n'avoir pas disponibilisé les moyens et organisé les élections dans les délais comme prévu. Mais au jour d'aujourd'hui aussi, l'opposition ne peut pas demander l'impossible au gouvernement tant qu'on n'a pas un fichier électoral. Il se pose bien sûr un problème de moyens, parce que quand vous posez la question à la CENI, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas tous les moyens à sa disposition. Les Occidentaux qui ont promis n'ont pas encore donné. Il y a seulement 3 millions de Canadiens qui viennent d'arriver. Donc, les problèmes demeurent entiers. Et voilà pourquoi nous nous disons, personnellement, ce que je peux conseiller, c'est que nous puissions, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les gens du pouvoir, nous devons émettre sur la même longueur d'onde en dialoguant à travers ce dialogue inclusif. C'est l'unique, comme les gens veulent bien l'appeler, c'est la voie royale, pour que nous puissions arriver à décanter la situation. Merci. Et pour revenir, parce que vous avez dit quelque chose, je ne suis pas d'accord avec ça, en disant que les Occidentaux, bien sûr, les Occidentaux peuvent se jouer de nous si et seulement si nous sommes faibles, nous acceptons qu'on puisse nous traîner par le bout du nez. Les Occidentaux, s'ils nous demandent de faire ce que nous ne devons pas faire, aujourd'hui nous avons levé l'option. Les Occidentaux n'ont pas l'argent. Si les Chinois viennent et nous disent que nous travaillons avec vous, nous allons dire parce qu'il faut que nous suivions ce que les Occidentaux nous donnent comme conseil. On ne doit pas passer par l'Occident. On doit traiter avec d'autres nations à pied, au même pied d'égalité et en gagnant-gagnant. Donc le problème ici, c'est le problème de responsabilité de la classe politique. Merci Jérôme, évidemment une petite pique à Freddy qui a une vision idyllique de la Chine. Depuis 56 ans, on doit continuer à être le contre de l'Occident. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Freddy qui a une vision idyllique de la Chine, idéale, vraiment. Non, la Chine, c'est vraiment... Je viens de passer... Très bien, non, vous allez avoir la parole tout à l'heure. Mais j'aimerais quand même entendre cette question, la voix numérique, Diana, sur la question des élections à tout prix. Bon, écoutez, Willy, vous venez de dire que l'heure est grave. C'est vrai, l'heure est grave. Moi, je ne veux pas faire du baratin. Parce que le baratin, ce n'est pas le baratin qui va faire que la situation se décrispe. Mais je me dis, pourquoi l'heure est grave? Est-ce que parce que l'heure est grave, parce qu'il y aura élection? Non, l'heure est grave, nous l'avons dit, c'est notre toute première émission, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord, même sur les évidences. Les gens ne se mettent pas d'accord sur les évidences. On a entendu ici d'abord, qu'est-ce qui a aggravé la situation? On a aggravé la situation, sinon, on va réviser la Constitution. C'était le combat. Lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a pas de constitution qui serait révisée, ah non, le troisième mandat fictif qui ne passait plus par la révision constitutionnelle. C'est ça qui a fait que les gens ne s'entendaient pas. Et aujourd'hui, on dit non, il faut l'alternance. On exige l'alternance comme si l'alternance viendrait comment? On a organisé les premières élections. Si Bemba les avait gagnées, ça serait l'alternance. On a gagné les deuxièmes élections en 2011. Si Tshisekedi avait réellement gagné, ça serait l'alternance. Et pourquoi est-ce qu'on peut encore exiger l'alternance aujourd'hui comme chose qui n'existe pas chez nous? L'heure est grave parce que les gens ne se mettent pas d'accord sur les évidences qui sont là. Et même, on ne se met pas d'accord sur l'histoire, on ne se rend même pas compte. Vous vous rendez compte que quelqu'un disait, je crois le prof a totalement raison, parce qu'on dit l'hirondelle ne fait pas le printemps. Les élections, ce n'est pas ça la démocratie. Malheureusement, en 1960, le Congo a organisé les élections organisées par la Belgique elle-même. Ces élections ont été gagnées. Personne n'a jamais contesté que le camp Lumumba n'avait pas gagné les élections, ils avaient triché. Non, mais comment on a terminé? Lumumba a régné combien de temps? 2 mois. Après 2 mois, crise totale, on venait, le fameux retour à la légitimité, on venait de le régler sans le régler à Sun City. Donc on se met d'accord pour rien. Pour le moment, les élections, c'est devenu une question de vie ou de mort pour chacun. Et pas une question de vie ou de mort pour résoudre le problème, mais c'est pour avoir à manger. Les gens qui veulent dire, moi je dois devenir député, alors les autres doivent partir. Celui-là qui était député, il a construit une maison, moi je dois construire aussi une maison. Et une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que chacun se dit que les élections viennent, quoi qu'il arrive. Le leader de l'UDPS là même dit quoi qu'il arrivera, l'essentiel est que. Donc c'est de quoi que le pays vive. Alors nous avons besoin des élections pour que nous soyons aux affaires, pour que nous nous mettions à nous battre. Après 1900, nous avons organisé les élections de 2006. Les gens vous posent la question aujourd'hui, pourquoi en 2006 il n'y avait pas de problème? Mais c'était le même problème qui s'était posé en 2006. Le délai.
on devrait tenir les élections en 24 mois. Mais on n'a pas pu. On a dit non, alors comme on n'a pas pu, prolongeons la transition conformément à la Constitution de 6 mois, une fois, deux fois. On a prolongé. Les gens ne doivent pas dire que pourquoi seulement maintenant. Il y en avait à ce moment-là. Il y a même les gens qui sont marchés sur le boulevard. Il y a eu les gens qui ont marché pour la première fois que je voyais ça de chez nous. Pourquoi on a prolongé automatiquement? Il fallait encore rentrer à San City pour prolonger. Et aujourd'hui, on a organisé en 2011 et Ngoï Moulounda avait bien dit, il ne nous reste que 7 mois. Est-ce qu'en 7 mois, nous pouvons organiser aujourd'hui élection et délai constitutionnel? Après, tout le monde a crié élection chaotique. Donc, on ne peut pas organiser les élections à tous les prix. Soit nous sommes des imbéciles. Il y a un proverbe bengal qui dit que si vous êtes un homme et que la pluie vous surprend, et vous avez une machette avec vous, la pluie vous surprend au même endroit 3 fois, c'est que vous êtes vraiment un imbécile. Parce que quand il vous surprend la première fois, la deuxième fois, construisez-vous une cabane là-bas pour que la troisième fois, qu'il n'y ait plus de pluie qui vous surprenne. Ça, c'est un proverbe de mes amis de l'Équateur. Et il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Mais nous sommes en train de devenir des imbéciles. La même histoire revient. Nous n'avons jamais organisé les élections heureuses aussi dans notre pays. On ne doit pas nous dire que non, qu'on y aille, comme si nous avions une bonne expérience. On a tout le temps d'être prudents. D'autant plus que les élections nous ont endeuillés plus d'une fois. Donc nous avons tout le temps d'être prudents. Les élections, ça ne peut pas être une fin à soi. Mais ce qui doit être une fin à soi, pourquoi nous organisons les élections? Si c'est pour que nous ayons le pain, pour que nos enfants étudient aussi en Europe comme les enfants d'un tel, alors les enfants de Jérôme... alors à ce moment-là, les élections faites pour notre pain, notre propre pain, on ne peut pas les avoir dans une élection à tout prix, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. John Ngomboa qui parle le dernier, mais pas le moindre certainement. Oui, j'espère bien. Les élections, à quel prix, Willy? Eh ben, le prix, c'est quand même le premier, c'est 1,2 milliard pour organiser 11 scrutins. Hein, c'est quand même ça le montant. 11 scrutins, dont 5 scrutins directs, y compris l'élection du chef de l'État, et 6 scrutins indirects. L'élection, à quel prix? C'est 200 millions de dollars pour les fichiers électoraux. Les fichiers électoraux, c'est même le cas juste belli. Parce que ces fameux fichiers électoraux aujourd'hui, dont on parle tant, il avait été même déjà décrié en son temps. L'opposition une fois, la majorité une fois. Ils ont dit non. Il y a un fichier électoral qui est infecté. Il faut un nouveau fichier électoral. Mais tout est parti de là. Nous semblons perdre parfois la mémoire. Tout est parti de là. Alors, il faut refaire un fichier électoral. Il y a eu l'OIF qui est venu dans ce pays et on a scruté de tout point de vue. Il fallait refaire le fichier électoral. Alors, ça, c'est les domaines techniques. Et les techniciens de tous bords, aujourd'hui, ils ont donné un chiffre. Il faut 17 mois et 1 jour. 17 mois et 1 jour, c'est incompressible pour obtenir un fichier électoral. Alors, maintenant, le deuxième prix, c'est lesquels? Quelles sont les concessions à faire? Les concessions à faire, notamment par rapport au délai constitutionnel. Mais si vous avez 17 mois et 1 jour, vérifiable auprès de n'importe quel autre expert, indépendamment du pouvoir, eh bien, vous vous rendez compte que nous allons au-delà même de la limite constitutionnelle. Mais que faire? Que faire? Cela a déjà été fait, par exemple, au Mali, où les acteurs politiques se sont réunis, ils ont dit, bien, voilà, compte tenu de ceci, on va décider, par exemple, de ne pas prendre les nouveaux majeurs, de ne pas... Mais ils ont fait ça à travers un dialogue. Alors aujourd'hui, refuser ce fameux dialogue et vouloir des élections dans les délais constitutionnels, c'est vouloir une chose et son contraire. D'autant plus que, comme mes confrères l'ont relevé ici, on est à un jet de pierre des échéances électorales. On n'a vu personne qui a sorti son plan. Mais vous voulez vous faire élire. Mais quel est votre projet de société déjà? Ne serait-ce que ça, ça aurait été quand même des éléments probants sur la bonne foi des acteurs en présence. Ma conclusion, c'est que les acteurs en présence ne sont pas de bonne foi et il faut faire très attention. Merci beaucoup,
Vraiment, merci pour cette première partie de l'émission. Si vous nous avez rejoints, vous êtes effectivement à Espace Républicain. Nous nous sommes inspirés des paroles d'Emmanuel Pondy, professeur. Et je vais d'ailleurs lire un deuxième extrait qui va nous permettre un peu de nous étendre, parce qu'il ne faut pas que nous puissions stigmatiser beaucoup les problèmes de nos pays. Nous devons aussi nous projeter dans le monde. Alors, le professeur a tout à l'heure Pondy, parlant de l'organisation des élections, il a dit que ce n'était pas en fait une panacée, hein, que les élections ne résolvaient pas un problème. Les élections ne pouvaient être une solution que si toutes les étapes étaient consensuelles. Alors, il donne deux hypothèses. Je vais vous lire les deux hypothèses. Vous permettrez que ça fasse un peu 3-4 minutes de plus. Il dit ceci. Pourquoi? On lui demande pourquoi. Il a dit, nous avons tourné, nous en Afrique, nous avons tourné le dos à la culture africaine de l'Ubuntu, à la culture africaine de la palabre africaine. Nous y sommes. Pour dire qu'il nous faut un État soi-disant moderne, lequel État implique une opposition d'un côté et une majorité de l'autre. Dites-moi, dans quel village de la RDC vous avez un pareil dispositif? Quel est le chef de l'opposition dans mon village? Cela n'existe pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour exprimer sa dissidence. Celle-ci est acceptée en Afrique. Les modalités d'expression de cette dissidence sont différentes en Afrique de ce qui se passe en Occident. Vous ne pouvez pas vous lever et avoir une partie dite opposition et de l'autre partie la majorité. Parce que la société africaine a l'obsession du consensus. C'est pour cela, tôt ou tard, nous arrivons à ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. Parce que c'est cela l'âme de l'Afrique. Alors il continue en disant, et c'est Freddy qui n'était pas convaincu de cette phrase-là, qui pose une deuxième question. Il dit, vous voulez dire que la démocratie n'est pas adaptée à l'environnement africain? Le prof continue, et ce sont des phrases importante, il dit, les outils que nous utilisons ne sont pas adaptés au contexte, à la philosophie et à la culture de l'Afrique. Il faut avoir le courage de le dire. Il cite l'exemple du Bénin. Le Bénin a commencé cela en 1990. Et on nous dit que c'est la vague démocratique. Mais quel est le bilan de cette démocratie aujourd'hui? Regardez ce qui se passe en Libye. C'est le chaos total. La question qu'on doit avoir le courage de se poser est celle de savoir si la Libye de Kadhafi était pire que le cauchemar que les Libyens vivent aujourd'hui. 42 ans au pouvoir, c'est évidemment trop. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous avons en Libye 2 capitales, 2 parlements, 2 gouvernements, 160 milices qui se répartissent les territoires libyens. C'est la catastrophe. Je termine en disant, et c'est lui qui termine, hein, je pense que nous devons aborder ces outils avec les soucis fermes de les contextualiser. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été contextualisés qu'ils nous amènent à l'opposé de ce que nous recherchons. Il faut que nous comprenions qu'une culture, plusieurs fois millionnaire, la plus vieille du monde, qui est la nôtre, alors la nôtre, africaine, ne peut être jetée aux oubliettes au prétexte qu'elle ne serait pas moderne. Je ne sais même pas ce que cela signifie. Voilà la deuxième phrase puissante du professeur Emmanuel Pondy, camerounais, professeur agrégé des universités du Cameroun. Nous sommes donc dans un bel... Nous avons parlé des élections. Nous sommes là en train de parler des outils même pour contextualiser ces élections-là. Notre culture, parce que nous revenons au dialogue comme si c'était une maladie. Toujours des dialogues, on ne parle que de dialogue. Est-ce qu'il faut toujours un dialogue et des élections? Le professeur nous dit, la palabre est dans l'âme africaine. Le consensus est notre âme. Si sans consensus, l'Afrique n'existera pas. Et l'Afrique, par rapport, pour avoir survécu à l'esclavage, à la colonisation et à toutes les dictatures, c'est parce qu'elle avait eu des forces consensuelles en son sein. La deuxième partie de cette émission va tourner autour de cela. Nous ne parlons pas seulement du Congo, nous parlons du dialogue, nous parlons de l'âme africaine et du contexte des outils. Nous en avons déjà démontré les limites, et je ne sais pas qui va commencer. Freddy, on commence par Freddy, qui était déjà un peu à l'origine de ce texte merveilleux. J'ai eu le temps de le rencontrer, c'est un Africain qui croit. Voilà, et pendant que
Vous parlez un peu, je vais quand même montrer la photo de ces professeurs. Hein, c'est vraiment Je pense que un binoclard. Bon, voilà. notre grande difficulté est qu'au Congo en particulier, et en Afrique de manière générale, on n'est pas conscient des mutations internationales. Je pense que le déclin de l'Occident a eu beaucoup d'effets. Et la montée de pays émergents, tels que la Chine, a modifié la géopolitique internationale. L'Occident aujourd'hui n'a plus d'argent, mais il a la capacité de nuisance. D'où les guerres en Afrique. L'Occident, dont l'économie est construite sur base de l'armement, issue d'armement. Donc s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas une économie qui fonctionne en Occident. Donc la guerre pour eux, c'est du business, pour relancer l'économie. Pour nous, la guerre, c'est son malheur. Mais ça, Ce sont des populations qu'on décime. Oui, il y a notre puissance qui émerge, comme la Chine qui récupère sa place après avoir été humiliée par l'Occident. Maintenant, la Chine a l'argent. La Chine veut investir. Donc, les rapports sur le plan international sont ceux-là. Ça a changé. Donc, les centres du monde quittent l'Occident vers l'Orient. Donc, il faudrait que nous tenions compte de ça. Comme la Chine n'a pas cette vision de l'expansion, de dominer, parce que la Chine est trop riche, il n'a pas intérêt à aller faire des guerres de pillage, comme l'Occident l'a fait, et nous imposer toute une culture. C'est comme ça qu'on parle des gens. Vous avez hérité de la colonisation, des manières de réfléchir, de se comporter, de faire des élections, alors que sur le terrain africain, ça n'existe même pas. Hein? Vous partez au village, vous dites non, moi je suis opposant. Vous comprenez difficilement. Vous voyez un peu. Donc, c'est que le professeur a dit, il faut aller voir dans notre culture et tirer quelque chose. Mais ce qui est important chez nous actuellement, c'est notre classe politique, qui est médiocre, complexée, et qui a encore une colonisation mentale, donc colonisée mentalement. Et ce qui me frappe, c'est de voir chaque fois à la télévision, on parle du chaos. Les 19 et les 20, c'est fini. Je pose la question, les 19 et les 20, c'est fini. Et après, ils ne s'imaginent pas que si aujourd'hui le Congo tombe dans un chaos, ces gens qui vendent des armes comme commerce viendront créer des ordres chez nous ici. Et imaginez-vous à Kinshasa, il y a 15 millions de gens qui ont des ordres aujourd'hui. Donc je sens qu'il y a certaines responsabilités. Pourquoi? Parce que ces gens qui se disent politiciens pour la plupart, majorité tout comme opposition, font la politique pour manger. Et si on veut faire la politique normalement, c'est rendre le peuple heureux, les biens de la population, mais aussi laisser les noms dans l'histoire. Le monde n'a fait que 3 mois, aujourd'hui tout le monde en parle. Donc il faudrait que nos amis comprennent, si réellement ils se battent pour ce pays, pour notre peuple, qui se surpasse, qu'on mette comme au village, la nuit, il y a des gens qui négocient la nuit, la journée, on va faire des cérémonies, c'est fini. Donc allons au village, tirer quelque chose de bon. Merci beaucoup, vraiment merci Freddy, surtout d'avoir ramené cette interview que je recommande aux amis de lire, parce que ce sont les pensées africaines. Je nous allons prendre Jérôme et nous allons y aller rapidement, parce que nous sommes en train... Oh, hélas, je suis en partie d'accord avec le professeur quand il nous demande de recourir à nos us et coutumes. Mais je ne suis pas aussi en partie d'accord avec lui quand il nous demande, par exemple, parce qu'à l'entendre s'exprimer, c'est comme si on peut se passer des élections. Les élections... Non, il parle des outils qu'il faut contextualiser. J'aimerais vraiment qu'on sauve sa pensée. Hein? Laissez-moi m'exprimer. Je vous en prie, mon frère. J'ai bien analysé, j'ai bien entendu ce qu'il dit. Parce que vous savez, qu'on se le dise, les élections, c'est le thermomètre de la démocratie. Si et seulement si elles sont bien organisées. Et nous avons un stéréotype qui nous colle à la peau en Afrique. Et c'est lui qui avait dessiné à travers des mots ces stéréotypes, c'est fait Omar Bongo, paix à son âme. Parce qu'il disait ceci, on ne peut jamais en Afrique organiser les élections pour les perdre. Donc on organise les élections pour les gagner. Et quand vous analysez ça, ceux-là qui ont aussi des ambitions légitimes à accéder au pouvoir, ils se disent attention. Donc, nous n'arriverons jamais à accéder au pouvoir. Donc, ceux qui gèrent le pouvoir s'organisent pour conserver, même dans n'importe quelle condition, le pouvoir. Et on l'a vu à travers l'Afrique, les gens qui ont changé de constitution et tout. Ce qui est bizarre, et nous devons nous attaquer contre ça. Mais lorsqu'il y a crise, comme celle que nous vivons,
vivons en République démocratique du Congo. Il est légitime de recourir à l'arbre à palabre. Et c'est ce que la Synthèse est en train de faire et nous saluons. Mais à côté de cette solution-là, il y a toujours des élections. Mais des élections libres, démocratiques et transparentes, organisées dans les conditions les meilleures. C'est pour cette raison que nous avons répondu à votre question en disant que pas des élections à tout prix. Si on a connu des problèmes en 2006, en 2011, cette fois-ci, que chacun mette un peu d'eau dans son vin, qu'on ait des élections qui ne seront pas contestées. Merci Jérôme, je m'excuse d'avoir interrompu une si brillante intervention. C'était très bien. Merci Jérôme. José Nawesh. Oui, tout en souscrivant aux fondamentaux du professeur camerounais, et pour moi c'est pas nouveau, je crois que avec certains amis, dont Willy, ça va faire, ça ne nous rajeunit pas, en 89, 88 oui. Déjà, à l'UNIKIN, on avait réfléchi sur les mutations qui venaient du fait de la perestroïka, et nous, Africains, comment on devait nous redéfinir à l'époque déjà. Alors, donc j'ai quelques observations avant de donner mon point de vue. La première, c'est que je souscris, c'est vrai, mais nous devrions éviter le piège de l'instrumentalisation du référentiel africain. Avant de nous référer à l'Afrique traditionnelle, nous devons d'abord nous poser une question fondamentale. Est-ce que nous vivons comme l'Afrique authentique, comme l'Afrique traditionnelle? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège qui consiste à idéaliser cette Afrique de nos ancêtres que nous n'incarnons pas malheureusement dans les grandes villes. Nous vivons, me semble-t-il, différemment de cette Afrique-là. Et tout notre drame est à ce niveau-là. Et c'est une interpellation collective. C'est que nous, élites africaines, nous n'avons pas pu produire des modèles de gestion qui répondent à nos besoins, à notre culture, à notre âme. Oui, en d'autres termes, quand Mabika Kalanda parle de la décolonisation mentale, base de la remise en question, base de la décolonisation, etc. Oui, mais Mabika Kalanda ne fait que... vous voyez que c'est une pensée qui n'a pas pris beaucoup de rides depuis. Et la question demeure, c'est qu'en réalité, nous tous, Africains, nous avons embarqué dans un bateau dont nous ignorons le concepteur, et le concepteur l'a fait pour ses besoins à lui, et nous sommes là-dedans. Tout le problème est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons quitter en catastrophe ce bateau, ou nous devons l'aménager par rapport à nos intérêts à nous. Il me semble que la question fondamentale aujourd'hui, c'est celle-là. J'observe que le professeur est bien habillé, en cravate, tout. Je ne pense pas que dans cette Afrique traditionnelle, on s'habillait comme il s'habille là-bas. Donc je ne suis pas en train... Non plus caricaturé. La pensée a été forte, elle était puissante. Il parle d'une culture, il parle d'une... La culture ici, vous allez continuer, parce qu'il n'est pas là, il faut que je parle pour lui. Une seconde. La culture, comme disait quelqu'un, c'est la somme des réponses qu'un peuple a accumulées face aux questions de son existence. Oui, on est bien d'accord. Alors, pendant des millions d'années, les Africains ont accumulé un certain nombre de savoir-faire. Pas forcément, pas seulement l'habit. Ce savoir-faire face aux questions de l'existence, c'est à cela qui nous demande de recourir, notamment ici, la manière de contextualiser la question des élections et des dissidences. C'est-à-dire, je me répète, j'ai souscrit, et je ne l'ai pas peut-être attendu, pour contextualiser, pour réfléchir à ces choses-là. Mais le problème, c'est que nous devrions, nous, intellectuels aussi, nous devrions nous départir de cette ambivalence-là. Nous devrions savoir nous situer. Si nous voulons reconstituer l'âme africaine, eh bien, il faut qu'on la reconstitue. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise cette question-là. Ça me paraît clair, c'est extrêmement clair. Et puis maintenant, je vais revenir au dialogue, parce que c'est ça qui nous... En fait, le dialogue, c'est notre ADN, vous l'avez dit. Et pour l'anecdote, vous savez que c'est le dialogue dont on parle aujourd'hui. On en a parlé immédiatement après les élections. Le dialogue, on en a parlé immédiatement après les élections. Et disons les choses telles qu'elles sont, l'opposition, à l'époque, ça c'est l'histoire, l'opposition a voulu qu'il y ait dialogue dans ce pays. Rendons à César ce qu'il y a à César. Immédiatement après. Pourquoi en réalité? Parce que
c'est ce que nous sommes en train de dire ici. Les élections ne devraient pas être sévernies. Tout le problème de l'Afrique, et vous voyez que nous sommes, en réalité, je ne suis pas en contradiction avec lui. Nous, Africains, nous vivons du vernis démocratique, du vernis ceci. Il faut enlever ce vernis. Mais le problème, c'est que quand on enlève le vernis, il faut être conséquent avec soi-même. Il ne faut pas enlever le vernis là où ça vous plaît et vous le laisser là où ça ne vous plaît pas. Il faut être conséquent. Il faut remonter à notre éducation. Les universités, notre école primaire, est-ce qu'on nous enseigne à être africains ou on nous enseigne à nous départir de l'Afrique? Il me semble, et nous devons le reconnaître, ça ne nous fait aucun mal. Il nous semble qu'on nous enseigne davantage à être moins africains qu'à devenir africains. Et ceci explique cela. Donc, tous nos raisonnements actuels, nous sommes là à parler des élections, à parler des sociodémocrates, de ceci. Je ne sais pas si dans notre culture, il y a des démocrates chrétiens, il y a des libéraux, il y a ceci. Dans notre culture, il n'y a pas ça. Quand il n'y a pas de l'Ubuntu, en réalité, c'est ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui d'un trait qu'on le résolve. Je voudrais finir en disant que si le dialogue s'impose à nous, ce n'est pas forcément parce qu'il y aurait certains, d'un point de vue politique, qui auraient envie d'arriver vite au pouvoir, et d'autres qui auraient envie d'y rester ad vitam aeternam, mais de notre point de vue, du point de vue de l'intérêt du pays. Si le dialogue s'impose, c'est pour les raisons que tous les amis ici ont dit, c'est parce que nous devrions redéfinir nos perspectives à nous, à l'aune de nos problèmes réels. Merci beaucoup. José Nawej, John Ngomba. Oui, si tant est que le dialogue dont parle le professeur est une vertu africaine, je constate aussi, en même temps que même la communauté internationale nous le recommande dans les cas d'espèce, les groupes de soutien. Et l'a dit sous toutes les formes possibles. Et là, comme disent les Anglais, last but not least, et dernier pas le moindre, c'est quand même j'ai recours encore au magazine Renaissance, j'ai trouvé que le porte-parole du département d'État, John Kirby, il dit que même si les États-Unis ne font pas partie du groupe de soutien, mais ils souscrivent aux conclusions de la réunion et recommandent les dialogues et soutiennent les facilitateurs et les processus du dialogue politique. Même les États-Unis, au nom desquels certains politiciens parlent ici, ils ont recommandé ça, c'est dans les magazines ici. Mais alors là, je ne comprends plus ce que nous voulons. C'est à se perdre complètement. Donc, moi, je crois qu'il y a une forme j'allais dire d'hypocrisie, hein, une forme d'hypocrisie politique qui est aujourd'hui utilisée en mode de fonctionnement dans la classe politique. Mais je voudrais qu'on se rappelle ici que même aux politiciens de la majorité de l'opposition, ces pays ne leur appartiennent pas. Il y a quand même une population. Est-ce que nous avons pensé à l'après 19 ou 20 décembre? Ça me rappelle un peu les chimères qui ont été brandies à l'époque de... 5 décembre. Non, je parle plutôt de l'indépendance du Congo. L'indépendance avait été vendue comme la solution clé à main pour le développement du Congo. Mais on s'est rendu compte qu'après les 30 juin 1960, les problèmes étaient les même pires. Parce que la vraie indépendance avait été négociée pendant que les hommes politiques étaient dans l'Idianello. Elle avait été négociée bien avant à Bruxelles. Et c'était l'indépendance économique. Et donc, soyons quand même sages, utilisons ces passés, parce que nous sommes un pays des rendez-vous manqués. Et là, nous sommes dans cette phase-là de rater un rendez-vous tout simplement pour des intérêts mesquins. Parce que je ne vois pas aujourd'hui qu'on prolonge encore des 17 mois ou des 20 mois. Qu'est-ce que cela va bien changer à la situation individuelle des concernés? Donc, voyons plus grand, voyons le Congo et voyons ses vrais problèmes. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes à peu près pour vraiment conclure. Les deux vont prendre la parole. Oui, mais écoutez... une chose est de vouloir être moderne, mais il faut l'être, effectivement.
les Africains ne sont ni modernes ni traditionnels. C'est ce qu'on avait dit entre deux eaux. Il y en a quelqu'un qui appelle les deux Afriques qui s'affrontent, les Afghans, les Afriques qui s'affrontent. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est bien de dire nous sommes une opposition. Mais qu'est-ce que l'opposition dans la tradition occidentale que nous voulons imiter? L'opposition, c'est la minorité. Mais ici, chez vous, on veut que l'opposition, c'est le peuple. C'est la population. Non, on intériorise rien. Hein? L'opposition, au lieu de dire, moi, je suis la minorité à qui le peuple n'a pas donné le pouvoir. C'est ça le moderne. Donc, quand celui qui a le pouvoir m'appelle, il dit, viens parler avec moi, c'est que vraiment, c'est une faveur qu'il m'accorde, parce qu'il a reçu le mandat de diriger seul. Quand il m'appelle, c'est une faveur, on devrait applaudir. Est-ce qu'on applaudit? Non, au contraire, on dit, c'est le peuple. Et pourtant, nous nous sommes battus pendant toute la période Mobutu là pour mettre fin au système du parti État, c'est-à-dire le MPR qui était la nation congolaise organisée politiquement. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que l'opposition était la nation congolaise organisée politiquement. La classe politique de s'autodéterminer. C'est ça la souveraineté. Aujourd'hui, on ne va même pas opposer la Chine à l'Amérique, parce que le monde est devenu un village. Vous pouvez dire que cette société-là est chinoise, mais il y a des capitaux américains là-dedans. C'est à nous, Congolais, de savoir s'organiser. Au lieu de perdre du temps à répondre aux Occidentaux, à répondre à des chancelleries, prenons plutôt le temps pour organiser, pour bien préparer nos élections. Willy, la CENI nous dit que... Attendez, il faut que je réponde rapidement. Non, nous sommes à la fin, il faut que... Juste 20 secondes. La prochaine émission, vous allez Juste répondre. 20 secondes. C'est pas les débats. Juste 20 secondes. Il est important aujourd'hui que la CENI prenne en compte des conditions climatiques ou climatologiques du pays quand il parle de 17 mois. Je vous en prie. Sinon, de 17 mois, on va tomber à 24 mois. Il y a aujourd'hui des possibilités technologiques nous allons terminer cette de émission. raccourcir le temps et de rattraper Bruno, la pensée a été comprise, les nuances existent, les différences de perception existent. Freddy ne répond pas à tout, hein. C'est sa perception. Non, voilà. sur la Chine, parce que... Non, mais oui, je vais terminer cette émission, il faut qu'on la termine. Je vous en prie. 20 secondes. John a demandé une seconde. Oui. Vous aurez une seconde et nous clôturons. Voilà, ma seconde, c'était pour dire que, à propos de l'organisation des élections, il y a la province pilote du sud, du nord Ubangi, qui a déjà commencé. Ce qui est plus important pour les politiciens aujourd'hui, c'est d'encourager leur base, entre guillemets, à s'enrôler. Parce qu'ils ne comprennent pas que ça se joue maintenant. Plus vous avez des enrôlés, plus vous avez la possibilité de vous faire élire. Mais ils sont dans une totale distraction. Merci, Freddy. Oui, très rapidement, vraiment. Des petits mots sur la Chine. La Chine vient de mettre sur la table. Je vous en prie. La Chine vient de mettre sur la table tout un projet alternatif à l'économie mondiale qui était géré par l'Occident. On a mis 4 000 milliards, je dis 4 000 milliards de dollars pour la reconstruction du monde, où tout le monde gagne. Donc, on a intérêt aujourd'hui qu'on aille en Chine prendre l'argent, parce que l'Occident va prendre l'argent pour venir nous donner ça. Merci, Freddy. Donc, il faut que les gens prennent conscience. Merci. Nous allons se méfier de nos amis occidentaux. Nous allons terminer. On va aller tous chercher l'argent en Chine. Merci. Nous allons terminer et il n'y a pas de conclusion. Je vais simplement donner la parole au professeur Pondi qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, parce qu'il termine cette phrase quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Comment nous faisons. Alors il dit ceci. Par contre, c'est le langage d'intérêt qui prédomine dans le fonctionnement de tous les systèmes internationaux aujourd'hui, comme Fred vient de le dire. Donc, pour nous Africains, il nous faut aux Africains inlassablement, il faut d'abord déterminer nos intérêts en conclave africain et ensuite les défendre. Il faut rejeter la mystification de l'Afrique, comme l'a dit José, c'est-à-dire les discours qui consistent à dire que l'Afrique est pauvre et qu'elle ne peut pas s'en sortir. Et que pour qu'elle puisse aller pour qu'elle puisse aller quelque part, il faut qu'elle soit aidée par quelqu'un avec la bienveillance des bienfaiteurs. C'est un discours qu'il faut déconstruire par tous les moyens. Et dire que nous avons les moyens de nous en sortir sans vivre en autarcie. Je ne suis pas en train de dire que nous devons vivre en vase clos en excluant les autres. Ce n'est pas possible et ce n'est pas envisageable. Mais j'ai dit que nous devons fournir 80% d'efforts dont nous avons besoin
pour nous en sortir nous-mêmes et les 20% restants peuvent être donnés au système international en prenant les meilleures pratiques que nous sélectionnons nous-mêmes et non pas qu'on nous impose comme c'est le cas aujourd'hui et que nous injectons dans notre processus de développement. Voilà. C'est un peu la phrase qui termine cette émission. L'Afrique est donc à la croisée des chemins. Les élections à tout prix ou les élections, tous les prix qu'il faut payer, nous avons dit non. Les élections sont un moment important, mais l'histoire nous renseigne que ce n'est pas une finalité. C'est un moment important, mais ce n'est pas une finalité. C'est un moment de validation, comme on l'a dit, les républicains aujourd'hui, des programmes. Faut-il encore que cette offre soit bien élaborée et que le peuple ne se sente pas en danger parce qu'il veut aller choisir ses dirigeants. Ce n'est pas normal qu'on mette sa vie en danger parce qu'on veut choisir son dirigeant. Et si les dirigeants qui nous écoutent ce soir ont suivi quelque peu les républicains, les journalistes qui sont ici, nous ne sommes que des voix. Ils devraient donc chercher les consensus et ne pas ressentir ça comme une faiblesse. Le consensus, c'est l'arme des grands. C'est l'arme de ceux qui savent qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs, qu'ils ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes et que, en tenant compte des avis des uns et des autres, le chemin trouvé est une vision commune. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir été à Espace Républicain. Nous ne pouvons que remercier surtout la SENCO, les églises, de leur engagement dans cet effort de ramener les gens au bon sentiment. Et nous devons aussi dire aux politiciens qu'un moment viendra où nous vous citerons, où nous allons vous citer, nous allons vous exposer aussi au mépris du peuple, comme vous le faites aujourd'hui pour certains d'entre vous. Parce que personne n'a le droit de confisquer le bonheur de ce peuple. Au revoir et à la prochaine.